Imaginez un groupe de jeunes, remplis de rêves, prêts pour un voyage qui promet d'être inoubliable. Ce groupe de 45 personnes, composé principalement de joueurs de rugby de l'équipe uruguayenne des Old Christians et de leurs proches, monte à bord d'un avion militaire affrété pour les emmener au Chili. À bord, les discussions sont légères, les sourires nombreux et l'ambiance est détendue. Ils sont jeunes, ils se sentent invincibles, mais ils sont loin de se douter que ce vol allait les mener au cœur d'un cauchemar inimaginable. Le ciel commence à se couvrir, annonçant les premiers signes de turbulence. Nous sommes le 13 octobre 1972, et rien ne semblait pouvoir gâcher ce voyage. Pourtant, alors que l'avion traverse les Andes, le temps se dégrade brusquement. Les turbulences secouent de l'appareil, et les passagers ressentent cette désagréable sensation de flottement. Malgré tout, la plupart restent sereins, faisant confiance au pilote. Mais la visibilité est quasi nulle, et soudain, c'est le drame. À 3600 mètres d'altitude, l'appareil percute une montagne enneigée, brisant ses ailes et laissant des débris éparpillés dans la neige immaculée. Le crash est d'une violence inouïe et des cris retentissent alors que certains passagers sont projetés en dehors de l'avion. Plusieurs perdent la vie sur le coup, mais une trentaine survivent miraculeusement au choc initial. Cependant, ils sont loin d'être sauvés. Au cœur de la cordillère des Andes, les survivants se retrouvent perdus, isolés dans un environnement glacé et impitoyable. Les montagnes blanches et infinies semblent les emprisonner. Le froid est écrasant, pénétrant jusqu'aux os, et chaque souffle semble plus difficile que le précédent. En regardant autour d'eux, ils réalisent avec effroi qu'ils ne voient aucun signe de vie, ni de secours. Ils ne possèdent que les vêtements qu'ils portaient à bord, insuffisants pour lutter contre la morsure du gel. Rapidement, ils tentent de s'organiser pour se protéger et se réchauffer. Ils déplacent les sièges de l'avion pour construire une sorte d'abri, mais le froid ne cesse de les tenailler, jour et nuit, avec une intensité qui semble vouloir les consumer. Le désespoir commence à s'emparer d'eux, mais les premières heures sont marquées par l'espoir que les secours arriveront rapidement. Pourtant, les jours passent et aucun signe de sauvetage n'apparaît à l'horizon. Les familles et les autorités s'inquiètent bien sûr de leur disparition, mais les conditions météorologiques empêchent les recherches aériennes. Pendant 10 jours, les équipes de secours fouillent la zone sans succès, jusqu'à ce que, finalement, les recherches soient officiellement arrêtées. Pour les proches des disparus, c'est un coup dur. Pour les survivants, c'est une condamnation à mort. Sans espoir de secours et sans nourriture, la situation devient critique. Les quelques provisions de l'avion, des barres de chocolat, des snacks, s'épuisent rapidement, et le froid leur consume leur dernière force. Affamés, déshydratés, ils savent qu'ils ne pourront tenir longtemps sans nourriture. Les survivants comprennent alors qu'ils doivent prendre une décision impensable s'ils veulent continuer à vivre. Ils n'auront d'autre choix que de se nourrir des corps de leurs amis décédés. Cette décision les déchire, confrontant chacun d'eux à ses valeurs, à sa foi et à sa moralité. Mais la faim, cet instinct de survie, est trop puissant, et c'est ainsi qu'ils en viennent à cette résolution tragique. Un acte qui, bien que choquant, sera leur seul moyen de rester en vie. Les jours se transforment en semaines, et chacun des survivants endure cette épreuve de manière différente. Certains s'isolent, d'autres trouvent réconfort dans la prière, ou dans les liens d'amitié qui se renforcent au fil du temps. Ils parlent de leur famille, de leur vie, de leurs rêves, se raccrochant à ces souvenirs pour supporter l'horreur de leur situation. Chaque nuit est une lutte contre la peur, contre le froid qui les enveloppe, et chaque matin est un nouveau défi pour survivre. Mais le pire est encore à venir. Le 29 octobre, une avalanche s'abat sur les restes de l'appareil, ensevelissant plusieurs d'entre eux sous la neige. 8 autres membres du groupe perdent la vie ce jour-là, ajoutant une nouvelle couche de douleur et de traumatisme à cette épreuve interminable. Cette avalanche laisse ceux qui restent avec un sentiment de désespoir encore plus profond, et ils se demandent combien d'entre eux parviendront à tenir jusqu'à la fin. Mais même dans cet enfer blanc, ils continuent à se soutenir, à se donner du courage les uns aux autres pour survivre un jour de plus. Alors que les semaines passent et que leur situation semble de plus en plus désespérée, 2 des survivants, Nando Parrado et Roberto Canessa, décident de prendre les choses en main. Ils savent qu'ils ne peuvent plus attendre passivement et qu'ils doivent tenter le tout pour le tout. Armés de courage, de détermination et d'une force mentale incroyable, ils se préparent à affronter les montagnes pour trouver de l'aide.
Le 12 décembre, ils entament leur expédition, gravissant des sommets, traversant des paysages désolés et glacés, chaque pas les rapprochant de la délivrance ou de leur fin. Après 10 jours de marche éreintante, durant lesquels ils luttent contre la fatigue, le froid et leurs propres doutes, ils aperçoivent enfin des signes de vie. Ils croisent un berger chilien, qui devient pour eux le symbole de la fin de leur cauchemar. Le berger, effaré par leur état, contacte rapidement les secours, qui arrivent enfin pour les ramener en sécurité. Le 22 décembre, après plus de 70 jours passés en enfer, les secours parviennent au reste de l'avion et sauvent les derniers survivants. En tout, sur les 45 passagers qui avaient pris ce vol maudit, seuls 16 ont survécu à cette épreuve. Ce qui frappe particulièrement dans cette histoire, au-delà de la simple survie physique, c'est la résilience mentale et émotionnelle de ces jeunes gens. Lorsque l'avion s'est écrasé, ils ont perdu presque tout ce qu'ils avaient, mais ce qui leur restait, c'était l'espoir, fragile mais tenace. Ce qui les a d'abord maintenus en vie, c'est la croyance que les secours arrivent vraiment bientôt. Mais au bout de 10 jours, après l'annonce officielle de l'arrêt des recherches, leur foi en l'arrivée d'une aide extérieure s'est effondrée. Ils ont dû puiser dans des ressources intérieures insoupçonnées pour continuer à se battre pour leur survie. Dans cette détresse, les liens d'amitié et de solidarité sont devenus leur nouvelle source de force. Pour des individus habitués à la chaleur des relations familiales et au plaisir simple de la vie quotidienne, se retrouver dans un environnement où l'on doit compter uniquement les uns sur les autres changeait tout. Des inconnus sont devenus des amis sont devenus des frères. Chaque membre de ce groupe s'est retrouvé face à une série de dilemmes moraux. La question de la nourriture en était l'illustration la plus marquante. Comment pouvaient-ils envisager de manger les corps de leurs propres amis, des compagnons de voyage avec lesquels ils riaient quelques jours auparavant? Cette décision, bien que difficile à accepter, a révélé la complexité de l'instinct de survie humain. Ils n'ont pas pris cette décision à la légère. Avant de l'accepter, ils ont tous traversé des périodes de doute, de culpabilité et de remises en question. Pour beaucoup, ce choix s'est heurté à des convictions religieuses profondes. Certains ont passé des heures à prier pour demander pardon, sentant que cet acte allait à l'encontre de leurs croyances, mais ils ont fini par y voir un acte de survie. Nando Parrado, l'un des survivants les plus emblématiques, a déclaré plus tard qu'ils voyaient cela comme un ultime sacrifice de leurs amis décédés, une manière de permettre aux autres de vivre à travers eux. Le crash des Andes met aussi en lumière la capacité d'adaptation humaine en milieu hostile. Pour conserver leur santé mentale, dans un contexte de peur et de privation, les survivants ont dû improviser des moyens de se réchauffer, de trouver des abris et même d'utiliser des morceaux de l'avion pour capter les rayons du soleil et faire fondre la neige pour obtenir de l'eau potable. Ils ont mis en place des routines, divisé des tâches et établi une sorte d'organisation presque militaire pour conserver un semblant de normalité. Cette structuration de leur quotidien leur a permis de ne pas sombrer totalement dans le désespoir et d'éviter de perdre pied mentalement. L'expédition de Parrado et Canessa représente un autre aspect de cette histoire, l'audace et la détermination humaine. Ces deux jeunes hommes ont compris que leur seule chance résidait dans l'action. L'idée de traverser la montagne sans équipement, adapté et dans un froid extrême aurait pu sembler suicidaire, mais pour eux, c'était la seule lueur d'espoir. Ils ont emporté avec eux des morceaux de l'avion pour se protéger du froid et ont marché pendant plus de 10 jours, affrontant des conditions de marche inimaginables pour des gens déjà affaiblis par des semaines de privation. Leur courage et leur ingéniosité ont été des éléments clés de leur survie. Cette expédition est devenue un symbole de la résilience humaine face à des conditions extrêmes. Sur le chemin, ils ont failli abandonner à plusieurs reprises. À bout de force, épuisés et amaigris, ils ont dû se rappeler pourquoi ils avaient entrepris cette expédition. Ils se sont motivés l'un l'autre, se racontant des histoires, se rappelant ce qu'ils allaient à se retrouver s'ils survivaient. L'idée de revoir leur famille et de mettre fin à cette épreuve leur a donné la force de continuer. Ensemble, ils ont trouvé la force de persévérer, malgré les difficultés. Les survivants des Andes ont laissé un héritage profond et bouleversant dans les études de la résilience humaine et de la psychologie de survie. L'histoire a captivé psychologues, sociologues et chercheurs, intrigués par la manière dont l'instinct de survie peut amener des gens ordinaires à des actions extraordinaires. Comment ont-ils trouvé la force mentale pour ne pas succomber aux hallucinations, aux crises de panique ou au désespoir total?
Les études montrent que ceux qui ont survécu avaient tous en commun un esprit d'équipe, une volonté inébranlable et souvent une vision de leur propre rôle dans le groupe comme étant essentiel. Cela leur donnait un but, une raison de survivre au-delà de la simple survie individuelle. Les images du site de l'accident rappellent la dureté des conditions auxquelles ils ont dû faire face. Les mécanismes de survie étudiés dans ce contexte ont permis de mieux comprendre les capacités humaines en situations extrêmes. La réunion des survivants avec leurs familles a été un moment de joie et de soulagement indescriptible, marquant la fin d'une épreuve inimaginable. Les témoignages des survivants, recueillis des années plus tard, offrent des perspectives variées sur ce qu'ils ont vécu. Certains parlent de cette période comme d'un cauchemar qu'ils ont choisi d'oublier. D'autres la considèrent comme une épreuve qui a révélé leur force intérieure et a changé à jamais leur vision de la vie. Nombre d'entre eux ont passé des années en thérapie pour traiter le stress post-traumatique et les images persistantes de ce qu'ils ont vécu. Le souvenir des amis perdus, la décision de les manger pour survivre et la culpabilité du survivant ont laissé des cicatrices profondes. Ces moments de commémoration sont essentiels pour honorer la mémoire de ceux qui ne sont plus là. Les retrouvailles entre survivants sont souvent empreintes d'émotions, un mélange de tristesse et de gratitude pour la vie. Pour les familles des disparus, l'histoire du crash des Andes a également été marquée par des sentiments complexes. Certaines familles ont eu du mal à accepter la décision de cannibalisme, tandis que d'autres ont compris la nécessité de ce choix, voyant dans cet acte un ultime sacrifice fait par leurs proches pour sauver les autres. Les retrouvailles, lorsqu'elles ont eu lieu, étaient intenses, mélangeant le soulagement de voir un être aimé revenir en vie et la tristesse pour ceux qui n'ont pas survécu. Depuis, les Andes et le site de l'accident sont devenus un lieu de pèlerinage pour les survivants et leurs familles. Certains survivants retournent sur le site pour honorer la mémoire de ceux qu'ils ont perdus, pour réfléchir à la puissance de la nature et pour se souvenir des jours les plus intenses de leur vie. La tragédie du vol 571 des Andes continue d'inspirer et de poser des questions profondes sur la condition humaine, sur la nature de la survie et sur la ligne parfois floue entre la vie et la mort, entre l'espoir et le désespoir. L'histoire du crash des Andes est rapidement devenue une légende, un symbole de la survie humaine face à des conditions inimaginables. Chacun des survivants a été marqué à jamais par cette expérience, et des années après, ils continuent à porter cette histoire en eux, à raconter ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont ressenti et les leçons qu'ils en ont tirées. Certains ont été hantés par la décision difficile qu'ils ont dû prendre pour survivre. D'autres y ont trouvé un sens nouveau, une appréciation de la vie plus profonde et une foi inébranlable dans la résilience humaine. Cette tragédie a donné lieu à des œuvres marquantes, comme le livre Alive de Pierce Paul Reed, qui retrace leur combat avec une précision troublante. En 1993, le film Alive a également permis de faire connaître leur histoire à un public mondial, illustrant les moments de terreur, de courage et de sacrifice. Aujourd'hui, cette histoire reste l'une des plus poignantes et des plus inspirantes histoires de survie jamais racontées. Elle nous rappelle à quel point l'esprit humain peut être puissant, même dans les situations les plus désespérées, et combien la volonté de vivre peut surpasser toutes les épreuves. Les conditions extrêmes auxquelles ils ont survécu sont un témoignage de leur résilience et de leur détermination. Leur sauvetage a marqué la fin d'un calvaire inimaginable et le début d'une nouvelle vie pour les survivants. À travers leur courage, leur solidarité et leur détermination, ces survivants des Andes ont laissé un héritage de résilience, d'espoir et de foi en la vie, montrant que, même dans les pires situations, il existe toujours une étincelle d'humanité prête à nous porter vers la lumière.